Bonjour et bienvenue dans le podcast Graines de Réhab, dont la première saison est consacrée aux aidants. Je suis Nicolas Franck, psychiatre et responsable du Centre ressources de réhabilitation psychosociale. Pour cet épisode, j'ai les clés du studio. Après un premier épisode où nous sommes allés à la rencontre de Véronique, qui a partagé son parcours d'aidante et de personnes accompagnées, j'ai décidé pour le deuxième épisode d'emmener notre micro au cœur de l'unité d'aide aux aidants du pôle centre Rive-Gauche à Lyon. Nous sommes donc aujourd'hui dans le 3e arrondissement de Lyon, dans le quartier de la Part-Dieu. Les professionnels de cette structure accueillent tous les jours des proches aidants. Vérane Brenard, psychiatre, Anne-Laure Bourgeois, psychologue, Sylvie Magot et Camille Collinet, infirmière, vont nous éclairer sur les aidants dans le champ de la santé mentale au cours d'un épisode passionnant. Merci de me recevoir pour cet épisode. Alors Vérane, que fait cette unité d'aide aux aidants ? Notre activité, c'est de recevoir les aidants dont le proche présente un trouble psychique. Par exemple, un trouble bipolaire, un trouble psychotique, un trouble de personnalité borderline, une dépression et d'autres vulnérabilités. Comme on est sectorisé, nous recevons les personnes habitant principalement dans le 3e, 6e ou 8e arrondissement de Lyon, ou dont le proche concerné réside dans ce secteur. L'intérêt de notre unité, c'est vraiment d'initier un parcours d'accompagnement des aidants afin qu'ils ne restent pas isolés, qu'on puisse entendre leurs inquiétudes et qu'ils soient plus outillés pour accompagner leurs proches vers le rétablissement. On sait que la décompensation d'un trouble psychique, c'est un véritable tsunami pour la personne concernée et sa famille. La psychiatrie est encore très stigmatisée, les aidants n'osent pas en parler à leur entourage. Ils peuvent se sentir coupables, s'interroger sur ce qu'ils ont mal fait ou raté dans l'éducation de leur enfant. L'intérêt de notre unité est de travailler et de recevoir ces aidants pour les écouter, les informer et les orienter au mieux. Est-ce que tu peux préciser un petit peu plus qui vient dans cette unité ? Quel type d'aidants ? Peut-être Anne-Laure, tu peux préciser qui sont les aidants ? Oui, donc on appelle aidant toute personne qui apporte une aide régulière, quotidienne et non professionnelle à un proche qui souffre de troubles psychiques. Donc l'aidant peut être un membre de la famille, typiquement un père, une mère, un conjoint, un frère ou une sœur, mais aussi, on y pense moins, ça peut être également un ami, un voisin, un colocataire. Et vous recevez beaucoup de gens qui ne sont pas des membres de la famille ? Non, c'est quand même à la marge. On reçoit principalement des personnes qui sont de la famille. Et vous avez cité les conjoints, les enfants, les frères et sœurs, c'est plutôt les papas, les mamans, les sœurs, les frères. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu plus. Les profils fréquemment rencontrés sont typiquement la maman ayant un fils adulte souffrant d'un trouble délirant dont elle s'occupe donc seule depuis longtemps. Ça peut être le conjoint d'une personne qui présente un trouble bipolaire, démuni face au changement d'humeur de son partenaire, ou alors encore les parents d'une jeune fille diagnostiquée borderline et les parents désemparés devant les scarifications et tentatives de suicide de leur enfant. Nous sommes aussi attentifs à la souffrance spécifique aussi de la fratrie, des fratries vraiment à ne pas oublier. Mais c'est un public qu'on touche moins. On touche moins les jeunes parce qu'ils sont étudiants, plus en difficulté pour venir nous voir. Mais heureusement, on a des associations, on connaît des associations qu'on transmet bien sûr. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour toucher plus de monde alors, à votre avis ? Sylvie. Alors déjà, des temps comme ceux-ci, nous faire connaître. Et puis bien sûr, beaucoup la communication avant tout, les rencontres avec des professionnels de tout champ, pas uniquement dans le sanitaire. Donc effectivement, par le biais des CLSM. Alors, expliquez, parce que les auditeurs connaissent peut-être pas les CLSM, Conseils locaux de santé mentale, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est une instance dans laquelle on retrouve des élus, des acteurs de la santé, mais pas uniquement, du médico-social, des logements sociaux, et vraiment dans le but de mieux se connaître, de connaître ce qui existe en termes de santé mentale, pouvoir s'interpeller les uns les autres. Parce que pour l'instant, les familles ou les aidants qui arrivent ici, dans cette unité d'aide aux aidants, elles parviennent comment ? Qui les informe ? Donc les familles nous sont adressées en règle générale par des soignants qui travaillent en milieu intra- ou extra-hospitalier. Il y a également l'UNAFAM, qui est l'Union nationale des amis et des familles des malades psychiques, et le CLAP, le Centre lyonnais des aidants en psychiatrie. Ce sont principalement ces soignants et ces structures qui nous orientent des familles. Et nous avons également quelques familles qui nous ont trouvées sur Internet elles-mêmes, et d'autres également nous sont orientées par leurs proches qui sont eux directement concernés par les troubles psychiques. D'accord. Et comment faire en sorte que les soignants des différentes unités que vous citez, finalement, mobilisent les familles ? Comment ça peut se passer ?
Donc dans les unités intra-hospitalières au pôle centre rive gauche, les médecins, lorsque la personne concernée par les soins psychiques est d'accord, donc ces médecins proposent des entretiens familiaux durant l'hospitalisation, également à la fin de l'hospitalisation, afin de rencontrer les familles, les aidants. Et à ce moment-là, les médecins peuvent proposer que l'unité d'aide aux aidants puisse contacter les proches, afin qu'ils puissent bénéficier de notre soutien, accompagnement. D'accord, donc ce que vous expliquez là, Camille, c'est que le médecin qui s'occupe de la personne malade informe sa famille qu'elle peut être accompagnée pour elle-même en tant que famille. Donc dans le cadre de l'hospitalisation, et si les personnes ne sont pas hospitalisées, comment est-ce qu'elles peuvent parvenir ici ? Eh bien, il arrive aussi également que les familles soient reçues au CMP. On parle du centre médico-psychologique Villette, qui se situe dans le 3e arrondissement, au 57 rue Étienne Richerand. Et en fait, c'est un lieu de consultation pour que les usagers qui souffrent d'un trouble psychique sont reçus par des médecins, par des infirmiers, par des psychologues. Ils suivent leurs soins en ambulatoire une fois qu'ils sont de retour au domicile. Après, Camille, on a aussi des adressages par les équipes mobiles et l'hôpital de jour de crise qui nous adressent aussi régulièrement des familles qui reçoivent. J'ai une question, Sylvie. Est-ce que c'est arrivé qu'on ait des adressages via la plateforme Live parfois ? Vous parlez de la plateforme Live, la plateforme d'orientation téléphonique ? C'est Oui, ça ? tout à fait. C'est arrivé, oui, ça, on commence à être connu, donc effectivement, on peut nous orienter, la plateforme Live peut nous orienter des familles qu'elle aurait eues au téléphone, inquiets, démunis. D'accord, donc si je comprends bien, il y a plusieurs provenances des personnes, des familles, enfin des aidants que vous recevez, soit c'est des aidants de personnes qui sont suivies dans les structures publiques, des arrondissements en question, à l'hôpital du Vinatier, soit ce sont des aidants d'autres personnes qui parviennent de différentes provenances. Alors, une fois que les familles vous ont contacté, qu'est-ce que vous leur proposez ? Comment est-ce que vous les recevez ? Donc, en premier lieu, on peut leur proposer un premier entretien d'évaluation de leur situation. On appelle ça un état des lieux. Ils nous racontent ce qu'ils traversent actuellement avec leurs proches. On essaye d'identifier leurs besoins. Et à partir de cela, on peut leur proposer différentes choses, donc principalement des programmes de psychoéducation. Donc, je ne sais pas si la psychoéducation, c'est peut-être un terme un peu nébuleux pour certaines personnes. Donc, c'est une intervention qui est à la fois didactique et thérapeutique, donc qui vise à délivrer de l'information sur les troubles psychiatriques, avec l'espoir, bien sûr, du rétablissement, à promouvoir les capacités des personnes pour y faire face et à soulager le fardeau des aidants. Donc, en fait, on propose des programmes de psychoéducation, celui le plus fréquent et le plus proposé, c'est le programme Bref, donc qui a été conçu par le docteur Romain Ray, qui est docteur au CLAP, ainsi que l'UNAFAM, donc dont tu parlais, Sylvie, l'association des amis et familles de malades psychiques, qui sont tous concernés par le trouble psychique, puisqu'ils sont tous un proche concerné. Ce programme Bref est intéressant parce qu'il est unifamilial, c'est-à-dire qu'on reçoit une seule famille à la fois. Il est court, c'est-à-dire que c'est 3 séances d'1 heure à 1h15 et il permet, comme on dit, de connecter les aidants au réseau existant, plus large, c'est-à-dire typiquement justement de les connecter aux associations telles que l'UNAFAM, à la métropole aidante, à des associations dont tu parlais, Sylvie, pour les jeunes aidants notamment, toutes sortes d'associations en tout cas qui pourraient les suivre au long cours et leur proposer vraiment un soutien au plus long cours. Nous, on intervient vraiment comme amorce d'un parcours d'aide pour ces familles. D'accord, si je comprends bien, ça leur permet de ne pas se sentir isolés. Puis il y a d'autres informations qui leur sont utiles pour accompagner leurs proches, qui sont délivrées dans ce petit programme ? Alors oui, bien sûr, c'est un programme très structuré. Donc la première séance, c'est un débroussaillage de la situation. La deuxième séance, là, on leur parle effectivement des troubles psychiques, des pronostics, tout ce qui existe en termes de thérapie. Et la troisième séance, on est plus centré sur leur vécu en tant qu'aidant. Et c'est à cette troisième séance qu'on va vraiment essayer de voir avec eux ce qui pourrait les aider au mieux. Par exemple, à l'issue de cette dernière séance, on peut tout à fait leur proposer de poursuivre par certains groupes de psychoéducation que nous animons sur l'unité. Il y a différents groupes, par exemple le groupe Léo. Donc là, c'est avec plusieurs familles. Donc ça, c'est un groupe pour tout type de troubles psychiques. Nous avons également le groupe AVEC, qui permet de mieux accompagner un proche délirant, ou encore le groupe Connexion familiale, qui est plus centré sur l'amélioration de sa relation avec un proche qui souffre du trouble borderline.
Donc ces groupes, en fait, sont quand même des groupes conséquents avec 8 à 12 séances de plusieurs heures. Et c'est vraiment un accélérateur, on va dire, de changement pour ces familles qui les aide à la fois à partager leur vécu, leur détresse, leur isolement, à quel point cette expérience de décompensation psychique peut être anxiogène et perturbante pour l'équilibre familial. Donc à la fois de se sentir reliés à une communauté d'aidants qui vivent des choses similaires. Ça les aide vraiment dans leur processus psychique à vraiment changer de positionnement. Voilà. Et souvent, changer de positionnement, c'est dans le cas des aidants, c'est pas en faire plus au prix de s'oublier. Et l'idée ici, c'est de faire différemment et faire peut-être moins. Et faire mieux, c'est peut-être faire moins. C'est vraiment un message qu'on essaye de faire passer. Vous dites, Anne-Laure, c'est très important. Ça veut dire que pour aider les autres, pour aider son proche qui est malade, il faut prendre soin de soi. C'est exactement ça. D'ailleurs, je crois que c'est la phrase que on leur répète le plus, en particulier Sylvie, c'est la championne de cette phrase. C'est vrai qu'on leur dit « revenez à vous, recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous ». Prendre soin de soi, ça veut dire quoi, Sylvie, concrètement ? Oui, du coup, tu parlais, Anne-Laure, du programme Bref. C'est vrai qu'on insiste vraiment sur tout ce qui existe aussi pour redonner un peu l'espoir aux familles, tout ce qui existe en termes d'accompagnement, les procédés de réhabilitation, qui est vraiment important. On n'insiste pas, on n'est pas juste là pour parler du traitement, du CMP. Voilà, c'est un bien-être global. La santé, ça passe par le logement, ça peut passer par le travail, par des activités thérapeutiques, mais pas uniquement. Et puis, on a la chance d'avoir dans notre équipe une père aidante qui est là aussi pour répondre aux familles et donner cette note d'espoir aussi qui représente le rétablissement. Donc, ils peuvent la rencontrer, comme ils peuvent aussi rencontrer notre assistante sociale s'ils ont des questions d'ordre plus social. Donc ça, c'est prendre soin de son proche, finalement, de son proche malade, et prendre soin de soi. Est-ce que vous leur donnez des conseils ou vous les accompagnez vers quelque chose de particulier ? Prendre soin de soi, souvent, voilà, tu disais, voilà, ils viennent souvent avec la question et de dire, mais moi, je viens ici parce que je voudrais faire mieux. Et effectivement, on leur répond, si vous voulez faire mieux, déjà, voilà, nous, on vous dit, faites-en moins. Pratiquer un égoïsme sain, ça veut dire penser à vous. Et souvent, on leur dit, vous n'avez pas la même temporalité. Votre enfant, avance. Qu'est-ce que vous pourriez changer, vous ? Plutôt que de vouloir changer votre proche, on va trouver des objectifs avec eux, pour, en tout cas, qu'ils ne s'oublient pas. Donc, ça peut être poser des limites, apprendre à dire non, avoir une activité pour eux. Anne-Laure, vous voulez compléter ? On peut leur proposer aussi un séjour de répit avec l'association Falleret, les œuvres Falleret, voilà, qui propose 2 formules. Oui, des formules où ils peuvent partir en vacances avec leurs proches ou seuls. Et puis sinon, on a aussi la métropole aidante qui propose aussi beaucoup de temps de répit aussi, ne serait-ce un peu de sophrologie ou des temps de parole, de rencontres, qui est rue Vendôme dans le 3e et qui regroupe toutes les aides qui existent pour les aidants, quelle soit la problématique. Donc prendre soin de soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est faire en sorte d'être suffisamment bien pour s'occuper de l'autre. Tout à fait. Je pense que c'est peut-être la leçon à tirer. Moi, j'étais très frappé puisque j'étais à la journée de la métropole aidante. On a eu, vous avez toutes vu puisque vous étiez là aussi, la représentation de la compagnie théâtrale qui parlait de la posologie des dents et qu'il fallait pas abuser, sinon on peut faire une overdose. Donc ça veut dire demander à la personne aidée de pas sursolliciter les dents parce que sinon elle va l'épuiser. C'est peut-être quelque chose qu'il faut faire passer aux personnes souffrantes. Après, c'est aussi parfois l'aidant qui sollicite beaucoup son proche. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut le limiter ? C'est un bon équilibre, c'est toujours un travail d'équilibriste. Et c'est ça qui est difficile entre toutes les attentes que peuvent avoir les familles qui sont légitimes et en même temps accompagner au mieux son proche en respectant ses choix et ses désirs, mais en posant des limites. Donc c'est un vrai travail d'équilibriste en fait. Trouver la bonne distance et la bonne posologie, comme tu dis. Donc c'est concevable de demander aux proches de ne pas sursolliciter, de ne pas solliciter en permanence. C'est ce qu'on apprend dans la pose de limite, savoir dire non. Peut-être on peut l'expliquer un petit peu plus, la pose de limite.
C'est typiquement une personne qui, étant très angoissée, va appeler 15 fois par jour, 20 fois par jour son proche. Le proche se dit « mais si jamais j'éteins mon téléphone et qu'il se passe quelque chose de grave, je peux pas éteindre mon téléphone. Comment je peux faire ?» Donc c'est réussir à trouver un juste milieu qui soit le plus rassurant pour tout le monde en fait. Par exemple, je te propose qu'on s'appelle 2 ou 3 fois dans la journée, on fait un petit point plutôt qu'on s'appelle 15 fois. Est-ce que quand tu vois que je réponds pas, il y a une autre personne que tu peux solliciter ? En fait, c'est vraiment un travail d'accordage où on entend vraiment le besoin de l'usager qui a besoin d'être assuré, mais on entend aussi le besoin de la famille qui, après 20 appels, en fait, ne sait plus comment apaiser son proche. On parle beaucoup aussi le fameux carré de communication qu'on apprend dans Léo, où on invite les aidants à faire part de leurs émotions, de leurs ressentis, pour que chacun puisse prendre conscience, en fait, de l'émotion de l'autre. C'est tout encore une fois, un travail d'accordage. Mais les familles n'osent pas par peur de qu'est-ce qui va se passer si je réponds pas au téléphone, en fait. Donc il faut qu'elles arrivent à oser, et puis après ça se fait dans la concertation. On essaye, oui. C'est ce qu'on encourage les familles dans ce sens-là. Alors dans ces programmes de psychoéducation auxquels vous faites toutes les 4 allusions depuis tout à l'heure, vous avez parlé de la communication, vous n'avez pas parlé de quelque chose qui me semble important, c'est le modèle vulnérabilité-stress, c'est-à-dire la possibilité pour chacun d'avoir des capacités à supporter l'adversité qui sont dépassées. Est-ce que ce modèle-là, il est utile tout particulièrement ? En effet, le modèle stress-vulnérabilité, nous en parlons à partir de la séance 2 du programme Bref. C'est vraiment un modèle qui est important d'expliquer aux familles, aux aidants, pour qu'ils comprennent à quel point ils ne sont responsables en rien du trouble de leurs proches. Leur proche non plus n'est absolument pas responsable de son trouble. Donc c'est vraiment une étape essentielle pour tenter de déculpabiliser au maximum les aidants. Et en effet, ce modèle stress-vulnérabilité, vous l'expliquez, professeur Franck, durant la séance 1 du programme Léo, puisque c'est une séance médicale durant laquelle les éléments médicaux en lien avec les différents troubles sont expliqués. Donc on a la chance, nous, au Pôle Centre, que vous puissiez co-animer avec nous cette première séance. Et ça leur apporte beaucoup d'avoir des retours médicaux, des informations à jour et fiables, également des informations sur la réhabilitation psychosociale. Non, je trouve ça intéressant. Et moi, ce que je trouve intéressant particulièrement, c'est que ça concerne les personnes souffrantes, mais ça concerne aussi les proches. Et le programme AVEC le montre bien, puisque la première séance du programme AVEC, c'est faire percevoir aussi aux familles qu'elles-mêmes sont soumises à des stress et qu'elles-mêmes peuvent avoir des manifestations. Anne-Laure ? Tout à fait. D'ailleurs, ce matin, on a débuté ce programme avec justement des personnes très représentatives de nos aidants, c'est-à-dire 6 dames, 6 mamans, pas toutes mamans, mais en tout cas 6 dames, effectivement. Elles ont été extrêmement surprises et extrêmement, du coup, affectées. Il y a eu beaucoup de libération émotionnelle avec des pleurs parce qu'elles ont réalisé à quel point elles étaient soumises à des niveaux de stress extrêmement élevés, que ce soit au niveau des événements de vie stressants au cours de la dernière année qui vient de s'écouler ou ce qu'on appelle les tracas quotidiens et au cours de la dernière semaine écoulée. Et elles avaient toutes des niveaux très très élevés de stress. Et elles ont été surprises également par les manières dont ce stress se manifestait dans leur corps, dans leurs émotions, dans leurs pensées. Elles n'avaient pas forcément en tête tous les signes par lesquels le stress s'exprime. Et là encore, c'était une prise de conscience, parfois douloureuse. Voilà, il y a même une personne qui a dû sortir avec notre infirmière Camille, parce que vraiment c'était trop dur pour elle de réaliser de ce qu'elle vivait au quotidien et de le partager en plus avec d'autres, donc de se le dire et de se l'entendre dire devant d'autres personnes. Oui, tu as raison, parce qu'on sait que les aidants qu'on a ont beaucoup plus de comorbidités physiques et psychiques. Et donc, nos rencontres nous permettent aussi de leur dire de prendre soin d'eux, mais aussi de pouvoir se soigner eux. Souvent, à la 3e séance Bref, et cette séance est consacrée aussi pour ça, pour qu'ils arrivent à prendre soin d'eux aussi médicalement, ou en tout cas par le biais aussi de soins. Et Anne-Laure connaît bien le réseau et oriente vers des personnes appropriées, que ce soit psychologues, avec différentes approches en fonction un petit peu de la sensibilité de la personne. C'est ça, c'est éprouvant effectivement d'être aidant, ça sollicite beaucoup les mécanismes de résistance de l'organisme, mais effectivement il y a des difficultés physiques, vous le dites bien, puis psychiques. Ça me fait penser aux travaux de Yann Audet qui a montré un taux de dépression très élevé chez les aidants de personnes qui ont des troubles mentaux, avec des troubles psychotiques, schizophréniques, je crois. En tout cas, là vous faisiez allusion au programme AVEC, un programme québécois qui a été conçu par Claude Leclerc et Tania Lecomte, qui est destiné aux personnes, enfin aux proches de personnes qui font face à un trouble psychotique. Alors j'aimerais qu'on discute un petit peu plus maintenant de la répartition des rôles, puisque vous êtes infirmière, psychologue, médecin. Est-ce que cette composition a été pensée ? Quel est le rôle propre d'un infirmier de l'unité d'aide aux aidants, d'un psychologue, d'un psychiatre ? Comment vous complétez ? Qu'est-ce que vous apportez chacune ? Eh bien, Sylvie Magot est infirmière
à 80% à l'unité d'aide aux aidants. Donc c'est notre fil rouge. Nous apprécions l'appeler ainsi car c'est elle qui, la majeure partie du temps, contacte les aidants dont on a eu les coordonnées, répond au téléphone. Soit elle leur répond, soit elle les appelle, elle, spontanément après avoir reçu leur accord pour leur expliquer les missions de l'unité, ce qu'on peut proposer avec le programme Bref. Donc c'est elle qui a ce premier contact avec les aidants, ce qui leur permet d'accrocher, d'accepter de venir nous rencontrer. Et après, les rencontres se font en binôme soignant. Le fait d'être une équipe pluriprofessionnelle, à mon sens, amène beaucoup parce qu'en fonction des aidants qu'on rencontre, il y a forcément un intérêt qu'il y ait un médecin avec une infirmière avec un psychologue, deux médecins ensemble. Une psychologue, un médecin, enfin, c'est vraiment un atout riche qu'on soit une équipe pluriprofessionnelle et également avec la possibilité que notre père aidante Vanessa puisse assister à des séances 2 du programme Bref. Et nous avons également la chance que qu'un bénévole de l'UNAFAM co-anime avec nous la 3e séance du programme afin de présenter l'association et ça peut permettre à des aidants d'oser faire le pas et d'aller vers l'UNAFAM. Mais je trouve que c'est toujours très riche d'avoir un double regard. Camille, toi, t'es plus formée aux troubles neurodéveloppementaux. Sylvie a une longue expérience en psychiatrie, donc t'as toujours aussi un regard qui est pertinent. Et justement, Anne-Laure, on va pouvoir te solliciter, toi, pour avoir des conseils sur des orientations psycho, parce que par rapport au réseau que tu connais. Donc, on est très complémentaires et si on a besoin d'avoir un avis de l'une de nous, on va se solliciter. Et peut-être c'est le moment de dire aussi qu'on est très vigilant au fait que le binôme qui reçoit les aidants ne connaisse pas du tout l'usager. On est attentif à ça. Aucune de nous 4 n'ait pu recevoir ou accompagner le proche concerné pour que du coup on soit neutre et objectif dans notre discours. On n'intervient pas du tout dans l'accompagnement de la personne qui est suivie ou encore la personne concernée à ses soins. On ne connaît pas le dossier de la personne. Moi, c'est une équipe spécifique qui intervient uniquement sur l'aide aux aidants. Ça, c'est important de le préciser aux auditeurs. Ce ne sont pas les gens qui soignent les personnes, qui accompagnent aussi leur famille, ce qui permet de respecter le secret médical. Vous avez mentionné l'UNAFAM, principale association de famille. Vous avez cité Bref, l'intervention dans le programme Bref, 3e séance. Est-ce qu'il y a d'autres liens avec l'UNAFAM? Comment l'UNAFAM participe finalement à la construction du projet de l'unité? Comment elle se projette vers l'avenir avec vous? Quels sont les liens avec l'UNAFAM? On fait des réunions régulières, à peu près, 2 fois par an, à peu près, pour faire un point un petit peu sur le nombre de brefs qu'on peut réaliser. Est-ce que les familles, après, arrivent à poursuivre un petit peu dans leur association pour qu'ils puissent bénéficier de tous les groupes et tout ce qu'ils proposent. Mais en dehors de l'UNAFAM, on a aussi la chance, là, pour le programme Connexion familiale, d'avoir eu 2 proches formateurs qui ont pu co-animer le groupe. Normalement, même le programme Connexion familiale, normalement, est animé par des proches formateurs. Leur témoignage c'est toujours très très pertinent et très utile, cet apport d'espoir quant au rétablissement. Ok, donc un bon partenariat évidemment entre une association de famille et une unité d'aide aux aidants. Est-ce qu'il y a d'autres associations de famille avec lesquelles vous interagissez? C'est vrai que l'UNAFAM prend beaucoup de place en France, hein. C'est certain que c'est la principale, mais est-ce que vous avez des contacts avec d'autres associations? Alors il y a Pause Brindille, donc qui s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans qui sont confrontés aux troubles, mais à l'handicap au sens large. Mais il y a aussi l'association Jade, Funambule Falray. On donne beaucoup de références bibliographiques, que ce soit des podcasts comme le trouble du spectre, comme la psychiatrie du soleil. Les sites comme Psycom, Fondation Fondamentale, bien sûr, le Centre de ressources de réhabilitation psychosociale, ça à chaque fois on en parle. Pour les jeunes, il y a gefpsy.org, vraiment où il y a beaucoup d'informations et les jeunes peuvent aussi chatter, se sentir moins seuls. Métropole aidante aussi, puisque Métropole aidante a un calendrier avec tout ce qu'ils propose. On parle aussi de la maison des usagers, qui est riche en informations. Et puis, ce qui importe, c'est aussi de faire connaître ce qui existe au niveau social et médico-social, que ce soit les escales solidaires, les groupes d'entraide mutuelle, le clubhouse, vraiment tout ce qui existe, qui peut faire du bien pour sortir de l'isolement, que ce soit pour leurs proches comme pour eux.
Donc vraiment un travail de réseau Oui. essentiel. Je reviens sur quelque chose qui me semble très important, qu'on n'a peut-être pas assez détaillé jusque-là. Finalement, les aidants qui viennent vous voir, les familles qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'elles demandent ? Alors, elles demandent avant tout de l'écoute, de la compréhension vis-à-vis de leur situation qui leur paraissent souvent insensées. Comment dire, elles sont aux prises avec des situations extraordinaires au sens propre, qui dépassent l'entendement et dont elles peuvent du coup difficilement parler à leur entourage. D'abord de l'écoute, de la compréhension, c'est d'abord un espace de dépôt qu'elles vont trouver à travers nos entretiens, nos rencontres. Et puis elles demandent aussi des éléments d'information sur la maladie, mais également des techniques de communication. Ça revient beaucoup. Comment communiquer avec mon proche ? Comment je peux réagir ? Qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois ne pas faire ? Comment je peux entrer en relation avec lui ? C'est là où les groupes ont tout leur intérêt, puisque c'est dans ces groupes-là qu'on va leur proposer des jeux de rôle, des techniques de communication, d'interaction, et puis qu'on va les aider aussi au niveau émotionnel, à gérer leurs émotions, à faire en sorte que leurs émotions ne soient pas contaminées de trop par celles de leurs proches, ou inversement, que les leurs ne contaminent pas trop celles de leurs proches. Mais plus largement, je dirais, c'est surtout se relier à d'autres, puisque l'épreuve qu'elles ont vécue, de la décompensation psychique de leurs proches, c'est une épreuve qui isole énormément. Donc elles demandent surtout ça, en fait, d'être reliées, de se relier, de rester au contact d'autres êtres humains, parce que la tendance naturelle, ça va être de se replier, d'avoir honte, de se cacher. Donc on va les aider à normaliser aussi leur expérience et sortir de l'isolement, à se dire mais beaucoup d'autres partagent votre expérience et d'autres ont fait tout un parcours, tout un chemin dont ils pourront témoigner, notamment les fameux bénévoles de l'UNAFAM, la Père aidante. Alors Anne-Laure, là, vous expliquez bien ce qu'on peut faire avec une famille qui demande quelque chose, mais j'imagine qu'il y a des familles qui viennent parce qu'elles sont orientées là, qui ne demandent rien, qui sont dans le désespoir, qui viennent comme un peu pour chercher une dernière solution, une dernière ouverture, peut-être poussée par d'autres. Comment on peut les engager à se faire aider ? Je crois que Sylvie, tu fais un gros travail au téléphone déjà. Tu reçois beaucoup leurs émotions. On essaye de les accrocher comme ça, de leur montrer l'intérêt qu'il pourrait y avoir à ce qu'elles puissent être reçues. Et parfois, elles sont tellement angoissées pour leurs proches, tellement prises par leurs inquiétudes que c'est pas du tout leur priorité. Oui, on leur dit que c'est légitime d'être en colère parce que voilà, il y a un sentiment d'injustice. Donc oui, c'est d'abord accueillir leur souffrance. Après, il y a des familles aussi qui disent non mais moi ça va très bien, j'ai pas besoin d'aide, je fonctionne bien. C'est probablement défensif, mais ils disent non mais moi j'ai pas du tout besoin d'être reçu, ça, je fonctionne bien. Ceux-là, ils seront presque plus difficiles à accrocher que ceux en colère. Ceux en colère, une fois qu'on a pu l'entendre, cette colère, et lui donner du sens, la désamorcer, effectivement, eux feront un parcours. Finalement, les plus inaccessibles, c'est ceux qui sont dans ce fameux déni, dans ces mécanismes défensifs. On ne peut pas s'en sortir seul aussi, c'est quelque chose qu'on leur dit souvent. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Effectivement, comment toucher tous ces aidants qui ne savent pas qu'ils sont aidants, qui ne viennent pas forcément voir les autres, ni la famille de leurs proches, comment les toucher ? Peut-être par la radio, par les podcasts ? Oui, puis c'est souvent des aidants qui sont multi-aidants, c'est-à-dire qu'ils ont leur proche qui est en souffrance psychique, mais ils ont des fois leurs parents, ou ils ont leur conjoint qui a un cancer ou une maladie autre. Pour eux, enfin, ils tiennent, ils savent pas comment ils tiennent, mais il faut qu'ils tiennent. Donc, pouvoir leur dire, voilà, venez au moins nous voir un petit moment, accordez-vous peut-être ce temps-là. C'est pas toujours évident, mais une fois qu'ils arrivent à venir, les choses peuvent être enclenchées. Mais comme tu disais, Anne-Laure, des fois, il faut dépasser un petit peu cette colère ou ce trop-plein d'émotions avant de pouvoir entendre et être d'aller vers la psychoéducation. Donc, si je comprends bien, c'est d'abord la prise de conscience et ensuite restaurer l'espoir. Et pour restaurer l'espoir, c'est la psychoéducation. Qu'est-ce qui permet de restaurer l'espoir, finalement ? C'est vraiment le partage du vécu expérientiel des pères aidants et des familles formateurs. C'est vraiment, je trouve que c'est l'outil le plus puissant. C'est ce que disait une des participantes quand on lui disait qu'on allait avoir une séance animée par une père aidante. Elle disait oui, c'est porteur d'espoir. Donc, et pareil pour Connexion familiale, je trouve que c'était vraiment le témoignage des deux proches qui sont passés par des événements vraiment très difficiles, extrêmement difficiles, extrêmement angoissants. Et aujourd'hui, leurs enfants vont bien. Donc je trouve que c'est un témoignage vivant. C'est ça qui redonne le plus espoir, je trouve. Et sinon, qu'est-ce que vous voudriez faire passer comme message aux aidants dans le domaine de la santé mentale ? C'est ce que tu disais tout à l'heure, faites-en moins, mais... Ne restez pas seul, ouais. Oui, tout à fait, faites-en moins. Enfin, faire mieux, c'est parfois en faire moins. Ne restez pas seul, vous n'êtes pas responsable de ce qui arrive. Si vous allez mieux, votre proche ira mieux. Pratiquez un égoïsme sain, prenez soin de vous. Oui, on n'a peut-être pas assez insisté sur l'idée qu'ils ne sont pas responsables. Que c'est multifactoriel. Multifactoriel, tout à fait. Alors, il y a certainement beaucoup de professionnels qui nous écoutent. S'ils veulent s'engager dans l'aide aux aidants, qu'est-ce que vous leur conseillez ?
comme première étape? Un professionnel de la santé mentale qui n'a jamais fait ça, vers quoi il faut aller? Déjà penser à prendre en considération les familles. C'est déjà une première étape, un préalable. Ne pas les laisser à la périphérie. C'est délicat parce qu'il faut quand même aussi, quand nous, les personnes concernées sont souvent des adultes, donc il faut aussi avoir le consentement de cet adulte pour que leur famille soit éventuellement contactée, soit éventuellement associée à un entretien. Mais déjà avoir ce souci vis-à-vis de la famille, de l'intégrer, c'est déjà une première étape. Mais ensuite? Notre unité, on fait un travail très différent de ce qui peut être fait par les équipes référentes qui accompagnent le proche, qui font des entretiens familiaux, qui reçoivent les familles. Nous, on est vraiment focus sur l'aidant. Donc c'est pour ça qu'on fait attention d'ailleurs que aucune d'entre nous ne connaisse le proche concerné par les troubles. Enfin, on se substitue pas en tout cas au travail qui est mené par les équipes référentes en intra et en extra hospitalier. Nos actions sont vraiment complémentaires. Et c'est vrai que il y a des études qui ont montré qu'en termes de prévention de la rechute, la psychoéducation familiale est l'intervention la plus efficace après le traitement médicamenteux. C'est vraiment intéressant de considérer la famille comme un partenaire dans le rétablissement de la personne concernée, tout en respectant bien sûr le choix de la personne concernée, mais ça nous est arrivé, Camille, de recevoir ensemble une famille sans que sans que le proche soit informé. Parce que comme on connaissait toutes les deux pas du tout le dossier, on a vraiment donné de l'information objective et pure sans connaître le dossier de la personne. Donc on était vraiment là pour recevoir leurs émotions et les orienter. Moi, je voudrais ajouter qu'on assiste quand même à un changement dans les générations. On reçoit beaucoup d'internes en médecine et on voit bien que c'est plus du tout la mentalité d'autres, si je puis dire. Les mentalités ont évolué et en fait, les internes ont beaucoup moins de barrières, se mettent beaucoup moins de barrières dans le fait de venir à la rencontre des familles ou d'obtenir des informations par le biais des familles ou de leur donner des informations. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se décloisonne. Et ça, vraiment, on l'observe. Ils sont très, très intéressés, les internes. D'ailleurs, tous les 6 mois, ils sont reçus à l'unité des 2 aidants pour leur présenter justement l'unité. Et les sensibiliser à cette nouvelle donne du soin. Et il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau d'une révolution dans la prise en charge quand même des personnes concernées. Oui, vraiment. Et puis avant, les familles étaient fréquemment culpabilisées, elles le rapportaient. Vous en voyez encore des familles qui ont été culpabilisées, rendues responsables de la maladie de leurs proches? Oh oui. Ah oui, on en voit, tout à fait. Et elles ont une immense colère. Oui, très régulièrement. On donne pas de nouvelles du proche parce qu'il est majeur et qu'elles n'ont pas à avoir de nouvelles puisque le proche est majeur. Carrément, les rendre responsables de la maladie du fait des interactions. Parce que ça, on voyait beaucoup ça en psychiatrie il y a quelques décennies. Vous avez encore entendu des récits comme ça de la part de familles? On en a entendu, franchement. C'est souvent des mamans qui ont entendu ça. Je me rappelle très très bien de plusieurs discours de mamans qui disaient qu'elles se sont senties très coupables, très culpabilisées par les professionnels, alors que c'était dans le couple, justement, celles qui se mobilisaient le plus pour leur enfant. Donc c'était tout ce paradoxe, c'est-à-dire que c'était elle qui était tout le temps présente, qui multipliait les sollicitations du champ sociétal, on va dire, enfin des professionnels de tous ordres, et c'est celle qui était le plus pointée du doigt. Justement, on les jugeait envahissantes parce qu'elles étaient tout le temps là, peut-être. Exactement, tout à fait. Bon, alors le message de la fin, le Centre ressources de réhabilitation psychosociale investit le thème des aidants. Bon, il y a ce podcast, puisque effectivement là on est en plein dedans, mais il y a également la journée du réseau qui aura lieu au mois de mai, qui est sur la même thématique, la thématique des aidants, parce qu'effectivement, ce qui est souhaité, c'est que la prise de conscience se fasse de manière extrêmement large maintenant et que ça puisse toucher tous les professionnels de santé mentale. Bon, peut-être la phrase à faire passer, c'est ne restez pas seul. Oui. Et vous n'êtes pas responsable. Merci Vérane, c'était le mot de la fin. Merci à tous. Graines de Réhab est un podcast porté par le Centre ressources de réhabilitation psychosociale rattaché au Centre hospitalier de Vinatier, en partenariat avec le dispositif ZEST. Merci à nos partenaires, la Fondation IF, la Fondation Aesio et la Fondation de France qui permettent le développement de ce type de projet basé sur la prise de parole. Réalisation Sofiane Mechtri et Enzo Moscatelli.